Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 juin 2022. Le jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et imedia.sn, votre site de référence. JDD qui reçoit Dr Cissé Kane, il est député suppléant de la diaspora, docteur d'État en géographie et des universités de Dakar, Genève et Utrecht. C'est comme ça qu'on le lit. Oui. Spécialiste des transports urbains et des TIC. Bonjour Cissé Kane et merci. Bonjour Mamadou. Vous êtes un passionné de l'islam soufi. Témoin, cet ouvrage de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu, que vous avez traduit en français, Jawahirul Ma'ani, les joyaux des sens et l'accès aux aspirations, l'effluve spirituel du maître. Aboul Abbas at-Tijani, c'est l'autre nom, moins connu peut-être par les non-initiés de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Dans un monde troublé et mouvementé, voilà l'ouvrage, en proie aux questionnements existentiels et aux violences, l'ouvrage nous donne des éléments de réponse en nous ramenant à la dimension essentielle de l'être humain, la quête spirituelle, l'introspection et la maîtrise de soi en vue d'un développement harmonieux de l'être humain, de son bien-être en société grâce à l'islam soufi. J'ai fini de citer ce résumé que vous faites de cet ouvrage. Cissé Kane, vous êtes membre du bureau de l'ECOSOC, Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, une instance de la société civile de l'UA. Nous allons commencer notre émission par cette actualité chaude, actualité mortelle, il faut le dire. La manifestation interdite de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi vendredi, 3 morts. Votre commentaire. Merci Mamoudou pour votre invitation. J'aimerais aussi saluer l'ensemble des téléspectateurs de votre réseau, iMedia, iRadio. Ouais. Et dire aussi mon plaisir d'être ici. Et puis enfin vous féliciter pour le travail de qualité. L'invite au débat sérieux et de hauteur que vous organisez à chaque fois dans ces émissions. Merci. Vous féliciter ainsi que votre équipe. 3 morts. Beaucoup de peine pour moi en tant que citoyen. Vous savez, hier, je devais aller voir ma mère. Je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, je vais venir te voir, faire la ziara. Elle me dit, je sais que tu es grand, mais fais attention. J'ai appris à la radio qu'il y a des manifestations. Et quand on en arrive à des morts, on ne peut que le regretter, car il n'y a jamais une mort qui est justifiée, surtout à travers des échauffourées politiques. Oui. Donc je m'incline devant la mémoire de ces disparus et j'exprime ma peine et ma solidarité avec les familles éplorées. Et je présente mes condoléances à M. le Président de la République et au peuple sénégalais et aux familles éplorées. Un adolescent de 15 ans à Dakar qui ne faisait pas partie des manifestations, d'après les témoins, une grenade lacrymogène qui le trouve à l'abri d'une gargote, sur un matelas, brûlé vif, calciné. Un autre à Ziguinchor, à l'âge de la quarantaine, chauffeur de taxi de son état qui était parti rendre visite à sa sœur malade et à son retour qui a rencontré la mort, une balle au cou. Un jeune de 25 ans à Bignona, manifestant, tué par balle également. Quelle est votre réflexion de ce bilan macabre, mais dû au fait qu'il y a une partie de la classe politique qui a voulu manifester, l'administration a interdit de rassemblement, résultat, 3 victimes. Oui, on peut dire, si on regarde ça de loin, de haut, chacun est dans son rôle. L'un de s'opposer, l'autre d'assurer aussi la sécurité et la paix civile. Donc d'organiser tout ce qui peut se faire dans ce pays, et dans tous les pays d'ailleurs. Mais vous avez vécu en Suisse, et comment ça se passe? C'est à peu près la même chose. Oui. Quand vous avez une foule qui se déplace, il y a toujours des débordements. Et c'est justement cette éducation à la responsabilité qu'il faut vraiment promouvoir. Parce que quand on est dans le mouvement
d'exprimer une colère, de se déplacer et tout. Peut-être ne pas trop insister simplement sur le fait que je dois me déplacer, mais mesurer les conséquences de ce que ça peut avoir sur des débordements qu'on ne peut pas maîtriser et qui peuvent aller très loin et qui font peur à la population. Aujourd'hui, en Suisse, quand il y a des élections, je prends le conseil administratif d'une ville comme Genève, ou même le conseil fédéral, les partis qui sont en lice, ils font la compétition. Les 7 premiers, ils gouvernent ensemble. Tout le monde compris. Ils gouvernent ensemble. Ils gouvernent ensemble. Et à la fin de l'année... Ils s'entendent sur quoi? Ils s'entendent sur quoi? Ils s'entendent sur le premier sera le président de la Confédération. Pendant une année. Et l'année suivante, il va être remplacé par son suivant. Et ils gouvernent ensemble. Et surtout, ils défendent ensemble les intérêts de leur pays. Quand ils vont dans les conférences, quand ils vont dans les négociations internationales, vous ne voyez pas chacun tirer sur l'autre. Ils sont en équipe. C'est peut-être ce que Abdourahmane Diouf, qui a vécu, comme vous d'ailleurs, en Suisse, appelle la démocratie de concordance. C'est une démocratie de responsabilité. Je salue au passage mon jeune frère Abdourahmane Diouf, que j'apprécie beaucoup. C'est une démocratie où la responsabilité doit être mise en premier. J'entends souvent des gens dire « je ne vais pas marcher sur des cadavres ». On a des cadavres et c'est regrettable. Oui, il y a déjà des cadavres. Il y a des morts. Oui, entre 2021 et maintenant, 14 plus 3, ça fait 17. C'est 14 vies, c'est 17 vies. Oui, 17 vies. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous tuez un homme, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. Donc on a ôté des vies à cause de comportements liés à la politique. Moi j'ai envie de dire, le Sénégal a mal à la politique. Et ça fait vraiment très mal. Et la population a peur. Oui. Et la population en a marre. On va approfondir ce sujet. Si nous revenons sur le film des événements, un des leaders de l'opposition, Ousmane Sonko de PASTEF, a été empêché de sortir de chez lui et d'aller prier à la mosquée parce que c'était un vendredi. La manifestation est interdite. Les forces de défense et de sécurité ont estimé que dès l'instant qu'elle était interdite, que les mouvements de ces leaders qui ont appelé au rassemblement devaient être restreints. Il faut analyser la chose de façon globale. Je pense qu'il y a eu une escalade depuis plusieurs mois, pour plusieurs raisons. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment l'esprit de responsabilité. Je pense qu'il faut rappeler que l'État a un devoir régalien d'éviter à ce que ça ne déborde. Parce que si ça déborde contre nous tous. Et nous n'avons que ce pays-là. Et donc, dans la manière de gérer cela, on peut avoir des réserves sur ceci ou sur cela, mais vous avez vu, moi je suis en blanc aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, laissons tout ça et allons vers la paix. Essayons d'aller vers quelque chose qui apaise les populations. Mais comment? C'est-à-dire face au constat de cette tension politique et des positions des uns et des autres. On voit au moins deux camps qui se font face dans un mortal combat, on le dira ainsi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut associer à la politique la dimension éthique? Ce qui nous est arrivé, c'est malheureux de le dire, mais c'est que nous nous sommes enfermés, nous avons construit un système qui nous est venu d'ailleurs, nous nous sommes imposés sans bien le comprendre et surtout sans le faire comprendre à nos populations. Et nous sommes en train d'essayer de l'interpréter chacun à sa manière. Nous n'allons jamais nous entendre parce que ce n'est pas nous. Et ça dure depuis au moins 60 ans. Et c'est tout ça qui fait que, à la fin, on est là en train d'épiloguer sur un langage juridique, sur une manière de faire, finalement, on laisse de côté la priorité des Sénégalais. Quand vous mobilisez 200 000 personnes, mais allez cultiver le champ pour avoir l'autonomie en tchèp et en riz pour le Sénégal. Allez, prenez 400 000 personnes, là, les jeunes, là, si vraiment vous voulez les mobiliser. Je parle de tout le monde. Oui. Mobilisez-vous à l'unisson pour aller
lutter contre les talibés dans la rue. Moi, je rencontre dans mon quartier des gamins de 6 ans à 22 heures, avec le pot. Je me dis, où sont ses parents? Où sont les patriotes, les gens qui aiment le pays, les gens qui veulent que le Sénégal se développe? Qu'est-ce qu'ils font de ces sujets qui vous dépassent vous, qui dépassent le pouvoir, qui dépassent l'opposition, et devant lesquels nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas de réponse? Est-ce qu'il y a une force qu'on pourrait imaginer, parce qu'elle existe, pour s'interposer? Moi, la force que je vois, c'est la force spirituelle, c'est la force humaine, c'est l'empathie, c'est l'intérêt supérieur du Sénégal, l'intérêt supérieur de nos nations, l'avenir de nos populations placées en toile de fond. Moi, c'est ça que je vois. Et les ressorts et les tréfonds culturels que nous avons dans ce pays, moi, ça me permet de regretter pourquoi on a pris la voie qu'on a prise. Parce que finalement, j'entends les gens dire, oui, le déclic, c'était la Baule. Pour moi, la Baule, c'était la catastrophe. Le fameux sommet de la Baule. Le sommet de la Baule, ça nous a amené la démocratie. La démocratie. Mitterrand qui disait aux chefs d'État africains de l'époque, il faut démocratiser. Ouais. Je pense qu'on a mal digéré ça. Et je pense qu'on avait déjà des systèmes aussi ou bien mieux élaborés qu'on aurait pu explorer davantage. Vous prenez la France. La France, Emmanuel Macron vient d'être élu. Les Français sont 67-68 millions. Le nombre de Français qui ont participé au vote, c'est 37 millions. Voilà le problème. Donc c'est toujours une minorité qui va, selon la démocratie, diriger toute la population. D'accord, on va accepter qu'une partie a gagné, il faut. Mais finalement, on se retrouve à coup de manipulation, à coup de vente d'illusions, à voter pour des gens. Après, c'est toujours le même problème. Vous votez pour les gens. Après, il y a une difficulté pour mettre en œuvre, pour plusieurs raisons, peut-être pour mettre en œuvre les promesses. Après, il y a des frustrations. Après, et tout le monde va passer par là. Vous semblez dire que la démocratie, telle qu'elle s'est répandue, est une dictature de la minorité. C'est le cas dans tous les pays du monde. Oui. Et comment faire pour inverser cette tendance? Il faut trouver des mécanismes dans nos ressorts culturels et spirituels. Très bien. Et accompagner cela avec... Oui. Parce que le président Senghor disait s'enraciner et s'ouvrir. Nous, on a passé tout notre temps à s'ouvrir. Moi, je vois aujourd'hui des gens venir nous dire on va vous enseigner le leadership, comment parler en public. Mais nous, on a Cheikh Omar Foutiyou, on a Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Mahi Niass, il y a quelques semaines, il a réalisé le rêve de 55 ministres des Affaires étrangères d'Afrique, le rêve de l'ONU, le rêve de l'Union africaine, le rêve des chefs d'État. Il a éteint un feu, une guerre qui a duré 19 ans au Darfour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et malheureusement, nous avons souvent cherché des mauvaises choses. Et nous sommes là à passer le temps sur des questions, excusez-moi, droits de l'homme, des fois, des questions de... Voilà, les gens disent le sexe des anges. On est là à utiliser passer du temps sur des discussions qui n'ont aucune consistance et qui sont loin des réalités des populations. Cheikh Mahi Niass, qui œuvre pour la paix au Darfour, comme vous dites, qui a fait le travail de 54 ministres des Affaires étrangères d'Afrique, il mériterait peut-être un Nobel, non? Moi, je pense que si on veut chercher un prix Nobel, c'est à Cheikh Mahi qu'il faut le donner. Parce qu'il a montré l'exemple. Voilà un monsieur qui est armé en bandoulière de son humilité et de sa sagesse et surtout de son tréfonds spirituel en tant que fils de Cheikh Ibrahim Niass, en tant que petit-fils de Mame Abdoulaye Niass, en tant que disciple de Cheikh Omar Foutiyou et de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il a pris un vol régulier, Turkish Airlines, pour aller retrouver ses talibés, pour aller communier spirituellement avec et de fil en aiguille, par son entre-gens, par sa magnanimité, par aussi le respect que lui vouent les populations qui sont liées à ces traits de caractère qu'il a acquis grâce à l'islam, ce que sont la droiture, l'honnêteté et le sérieux, il a pu éteindre
un feu. Oui. Cher Maïnias, prix Nobel de la paix. C'est une proposition forte à laquelle je pensais en venant. Très bien. Et je pense qu'on devrait lui donner le prix Nobel. Oui, et dans le contexte sénégalais, il s'est adressé aux acteurs politiques. On a entendu sa déclaration forte, interpeller le président de la République, Macky Sall, interpeller l'opposant Ousmane Sonko. Oui, c'est une façon de dire aussi, c'est vrai, je suis allé au Darfour, mais je ne peux pas ne pas m'exprimer aussi sur la situation politique au Sénégal. Quelle compréhension en avez-vous quand il interpelle ces deux personnalités politiques? C'est ce message que j'écoutais dans la voiture en venant. Il a appelé à ce qu'on ait de l'empathie, de la compassion pour ce peuple. Il a appelé à canaliser les énergies vers des actions communes, pouvoir et opposition, des actions communes pour développer le pays. Ouais. Que chacun d'entre eux tire vers la même direction, le développement du Sénégal. Qu'on parle plus de développement. Qu'on parle plus des questions que de politique politicienne, de logique électoraliste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça nous lessive. On est abreuvé, on est saoulé. On est tout le temps en train de parler. Et puis c'est toujours la même chose à l'approche des élections. La démocratie au Sénégal a été à l'origine des épisodes les plus violents de ce pays, depuis les indépendances. À chaque fois qu'il y a eu des violences, c'est à cause des joutes électorales. C'est regrettable. Avant de parler de l'ouvrage, parlons de la relation entre la société et la religion. Et quelle est la réflexion que Cissé Kane a de ce rapport religion et société? La religion, d'abord en tant que musulman, en tant que aussi adepte soufi, la religion, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est le meilleur outil pour fabriquer des citoyens modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les traits de comportement, les traits de caractère des humains. Donc la religion doit nous permettre de mieux vivre en société, avec les principes de droiture, d'honnêteté, de solidarité, les principes de paix. Aujourd'hui, j'inviterai la classe politique aujourd'hui à revisiter l'héritage de Maodo. On est en train de célébrer le centenaire de la disparition de Sidi Hadj Malick. Vous savez comment on l'appelait? Hakimu Zamanihi. C'était le sage de son époque. On devrait aller le revisiter, y compris en commençant par les politiciens, voir comment ils vivaient, comment ils s'exprimaient, comment ils contribuaient à construire des citoyens modèles. Et ce sont ces citoyens modèles-là qui sont le meilleur gage pour construire une société sénégalaise modèle. Et en ce sens, l'islam a toute sa place et a tout son rôle. Et surtout l'islam soufi. Oui, justement, l'islam soufi que nous pratiquons. Vous avez parlé de Cheikh Omar Al-Fouti ou de El Hajj Malick Sy, de El Hajj Ibrahima Niass, le fondateur du mouridisme, Serigne Touba, tous, l'islam soufi. Est-ce que cet islam soufi qui est pratiqué au Sénégal et dans une très grande partie du monde est une solution véritablement? Et solution pour régler quoi? Pour arriver à quoi? On se demande quelle société nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons aller? Et si vraiment nous regardons la situation, on voit qu'on a dans l'islam soufi toutes les réponses pour pouvoir aller à une société sénégalaise, une société africaine modèle. Et grâce justement au parcours de ces saints, grâce à la manière dont ils ont vécu entourés de leurs semblables, et grâce aux actes qu'ils ont posés, aujourd'hui, actuellement, chaque Sénégalais est en train de se dire « les marabouts devraient parler ». À chaque fois qu'on est ici, au bord de l'implosion, que Dieu nous en préserve, ou avec des défis, on fait appel aux marabouts. Parce que c'est le dernier rempart pour transmettre ce message de paix, ce message de droiture, ce message de bon vivre ensemble. La religion, l'islam plus particulièrement, ce n'est pas l'opium du peuple, comme disait l'autre. Moi, je refuse d'être enfermé
dans des phrases, dans des définitions qui sont venues d'ailleurs. Moi, j'assume d'être... Qui ont été répétées et répétées. Moi, je suis un intellectuel. Vous dites quoi? Moi, je suis un intellectuel qui m'assume. Je suis un musulman. Je crois fermement que la religion musulmane, que l'islam soufi, est un levier puissant, je dirais le plus puissant, pour pouvoir asseoir une société sénégalaise, une société africaine, une société sénégalaise de droiture, de paix, de solidarité. Et je pense que l'un des plus grands mots de l'intellectuel sénégalais, c'est justement d'avoir, pas tous, mais souvent négligé cet aspect-là, ce tréfonds culturel-là, qui font que le bon Dieu nous a donné des Cheikh Omar, le bon Dieu nous a donné des Thierno Hamé Baba, le bon Dieu nous a donné des Sidi Haj Malik, de Thierno Al-Hajj Mohamed Saïd, de Thierno Seydou Nourou Tall, de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, et tant d'autres, et tant d'autres. Et quand vous voyez que l'islam soufi a permis, depuis le Sénégal, de régler un problème au Soudan, vous vous rendez compte de la dimension humaine. Je ne parle même pas de spirituel, parce que là, en l'occurrence, c'est un problème politique. Oui. L'islam soufi par opposition à l'islamisme. J'aime pas les ismes en général. C'est une lecture, c'est une vision du monde qui souvent nous enferme dans des définitions erronées, étroites, subjectives. Si on assume... Définition qui a quand même eu comme effet que beaucoup de gens dans l'humanité, à travers l'humanité, se sont braqués contre l'islam. C'est un construit intellectuel qui est voulu. On ne peut pas ignorer que les peuples, les nations, les États ont souvent fait tout pour mettre en avant une civilisation par rapport à une autre. On ne peut pas se voiler la face. Il y a des forces, il y a des logiques qui combattent l'islam. Il y a des logiques qui montrent de l'islam une image d'extrémisme et tout ça. L'islam, c'est une religion du bon comportement. Parlons maintenant de cet ouvrage, Dr Cissé Kane, Jawahirul Maani, les joyaux des sens et l'accès aux aspirations en l'effluve spirituel du maître, traduction de l'ouvrage de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu. Ce passage que je vais relire, dans un monde troublé et mouvementé, en proie aux questionnements existentiels et aux violences, l'ouvrage nous donne des éléments de réponse en nous ramenant à la dimension essentielle de l'être humain. L'être humain est foncièrement un être adorateur. On ne peut pas enlever de l'être humain son tréfonds et sa dimension spirituelle. Un homme avec sa spiritualité, c'est comme une voiture avec un chauffeur qui a un permis de conduire. Si vous n'avez pas de permis de conduire, vous allez vous casser la gueule. Il faut que l'homme s'abreuve de sa spiritualité. Les défis actuels que nous avons dans ce monde nous montrent que les systèmes qu'on nous a vendus ça et là, ils ont tous échoué. Tous ces systèmes ont échoué. Le capitalisme, le socialisme, l'isme, tout ça, on sait que ça a échoué. Comme l'islamisme est un échec. Moi, je ne crois pas en ce terme-là. Oui. C'est un construit intellectuel qui m'a été imposé. Moi, je connais l'islam. Une religion de paix, une religion d'amour, une religion de solidarité. Le Sénégal est toujours cité en exemple. Alors, si tous ces modèles, en tout cas présentés comme tels, ont échoué, quel est le modèle qui reste et qui n'a pas échoué? C'est le modèle qui va mettre en œuvre, qui va mettre en avant la nature humaine, son bien-être, l'amour du prochain, le partage, l'honnêteté, le sérieux. Et tout ça est dans l'islam. Tout ça est magnifié. Cet islam soufi là. Tout ça est magnifié par l'islam soufi. Et pourquoi alors le Sénégalais est ce qu'il est? Pour ne pas en dire davantage, pourquoi il est ce qu'il est? Le Sénégalais a peut-être répondu par l'affirmative à cette question de Mame Cheikh Hamidou Kane, que je salue, qu'Allah lui prête vie longtemps. Ce qu'ils apprendront, vaudrait-il ce qu'ils oublieront? Je pense que le Sénégalais a
quelque part oublié en apprenant. Mais je pense que le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest en général est une terre où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des exemples d'hommes qui ont traversé leur siècle. Et qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié? On n'a pas oublié, c'est là. Ouais. Il faut le réveiller, il faut le pratiquer. Je rappelle que en 1776, Thierno Souleymane Baal est venu avec une constitution qui est là, sur laquelle on peut se mirer. Je rappelle que Cheikh Omar al-Fouti était un précurseur de l'Union africaine et de la CEDEAO. Je rappelle que Cheikh Ibrahim Niass a plus de talibés en dehors de son pays que dans son pays. Je rappelle que Seydi Haj Malik radiallahu anhu, a construit au Sénégal un système qui nous vaut aujourd'hui toute l'admiration de l'humanité. C'est la cohabitation avec le colon, la bonne intelligence avec le colon, avec ses contemporains comme Mame Abdoulaye Niass. D'ailleurs, c'est le centenaire aussi de sa disparition. Oui. Il y a deux centenaires qui se coïncident, celui de El Hadj Malick Sy Maodo et Mame Abdoulaye Niass, est centenaire de leur disparition. Si on a ces hommes de dimension planétaire dans son pays, avec tout ce qu'ils ont écrit, avec le sérieux, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a? On a tout ce qu'il faut ici. Quand quelqu'un a maîtrisé le Coran à l'âge de 7 ans, eh ben, c'est un substrat pour réussir à devenir une intelligence supérieure. Et nous avons au Sénégal des centaines d'intelligences supérieures. Et ça va jusqu'en Mauritanie, en Gambie, au Maroc, en Algérie, au Nigeria, en Guinée, partout. Nous avons ces hommes qui ont traversé le siècle avec une manière de faire, une manière d'évoluer, qui ont tracé des voies et d'une voie qui est là, qui peut être utilisée et qui n'est pas utilisée, ou qui est très peu utilisée. À chaque fois. La voie dont vous parlez, c'est la Tijaniya, n'est-ce pas? C'est une des voies. Une des voies? C'est une des voies. Parce qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Oui. L'islam soufi est très répandu. Oui. Je pense à Mame Cheikh Ahmadou Bamba, qui au Sénégal a combattu par la non-violence, par l'introspection, par la puissance de la dimension spirituelle, a réussi à construire des citoyens modèles. Parce que tout le problème est là. Comment nous proposer un système où on va respecter son prochain, où on va bannir la haine, où on va arrêter de mentir, où on va arrêter d'insulter, où on va travailler ensemble dans le même objectif, d'avoir une société développée. Mais une société développée, ce n'est pas simplement des édifices et des infrastructures, c'est d'abord un être humain modèle. Et l'islam soufi a permis de construire des êtres humains modèles. Nous avons tous les jours des exemples patents. Parlons de la dimension essentielle aussi de la religion, c'est l'éducation. L'éducation semble être en crise depuis plusieurs années au Sénégal. Vous êtes le fruit de l'école publique, de l'enseignement également religieux, n'est-ce pas? Quand on dit que l'école est en crise, quelles en sont, à votre avis, les causes et quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer pour aller vers des solutions, vers la solution? L'école est en crise. Au-delà même de l'école, l'éducation en crise. C'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on a pris des choses ailleurs, on a essayé de les mettre ici. Dans le subconscient du Sénégalais, l'État moderne s'est substitué au colon. Il y a toujours ce divorce-là qui existe entre l'école moderne, comme elle est enseignée, comme elle est développée ici, qui est budgétivore, qui n'est pas forcément ciblée, et les priorités de notre développement. On a plein de choses qu'on apprend ici qui ne nous servent strictement à rien. Moi, j'ai passé mon temps à étudier des guerres qui se sont passées dans d'autres pays, ça ne m'a servi à rien.
à étudier des choses, des systèmes de pensée qui ont été développés ailleurs. Bon, c'est bien, ça ouvre l'esprit, mais les priorités d'ici et les priorités du Sénégalais, c'est pas ça. C'est quelle école alors C'est une école qui est très proche du manuel, qui est très proche des réalités, de l'agriculture par exemple, de l'industrie, des choses qui permettent d'avoir du bien-être. On a vu beaucoup de Sénégalais ici réussir, ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils ont réussi. Ils ont été à l'école coranique. Ils ont été à l'école de la vie de tous les jours. Et ils ont réussi. Nous, l'école a contribué en partie à nous polluer. Aussi à bouffer notre budget. Et aussi, des fois, à mettre de l'argent, beaucoup d'argent, dans des aspects qui ne sont pas forcément des priorités. Et ce qui fait qu'on a eu une déperdition de moyens, une déperdition d'énergie dans des choses, finalement, quand on fait le bilan, ce n'est pas ça. Ça n'a pas eu le retour escompté. C'est bien d'avoir des ingénieurs, c'est bien d'avoir des polytechniciens, tout ça là, mais on avait déjà tout ça. On avait, je vais vous donner un exemple. Au début de ce siècle, un saint qui s'appelait Ahmed Tidiane Wane, c'était un milliardaire. Il avait beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a financé tous les érudits, il a une 60aine de boutiques à travers le Sénégal et la Mauritanie, où il a dit aux gens, vous restez, vous étudiez et vous enseignez l'islam et la recherche. Et c'est ça qui a produit des chaires universitaires comme Guigilon, comme Chilon, comme Koki, comme Nabadji, comme comme Horenio, comme voilà. Sans oublier Pire aussi. Pire. Oui, oui. Et justement, j'ai été à Pire récemment. Oui. Quand le Koné a levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé tous les livres. Nous avons un système éducatif avec les Dara qui est là. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à l'école pour construire des citoyens qui nous ressemblent, qui ressemblent à notre société? Qu'est-ce que nous faisons pour contrebalancer un peu ce système éducatif qui est un gouffre à milliards et qui après nous produit des hybrides? Pour vous, ce système éducatif-là ne transforme pas la société dans le sens du développement et surtout dans le sens de la transformation qualitative. Il y a plusieurs choses. Il y a ce problème du fait que nous avons souvent une sorte de buée, nous ne savons pas vraiment où aller. Nous surfons sur les idées des autres alors que nous avons tout ce qu'il faut ici. Mais aussi, on a des logiques extérieures qui sont là. Par exemple, le contrôle de notre économie, de nos économies par l'étranger. On parle d'investissement étranger, mais on sait très bien aussi que nos économies sont contrôlées. Nous, on est réduits à aller acheter et à aller utiliser nos moyens pour acheter. C'est tout. On ne fabrique pas, on ne transforme pas. Et le système est fait de telle sorte que on fait tout pour nous empêcher et peut-être aussi que nous, on contribue. Question de Samboudian Camara, que je salue au passage. Il y a le débat sur l'introduction de l'enseignement religieux dans les curricula. Est-ce nécessaire? Va-t-elle à l'encontre de la laïcité? D'abord, moi, laïcité, je ne sais pas d'où ça vient, ni qu'est-ce que ça veut dire. Moi, ce que Mais on en parle quand même. On en parle, et dans la Constitution, en disant que notre République est démocratique, laïque et sociale. Laïque, démocratique et sociale, d'accord. Oui. Je suis d'accord et j'épouse aussi la Constitution du Sénégal en entier. Mais on a besoin de savoir où est-ce qu'on veut aller. On a besoin de quel type de citoyen. Ce pays est à 99% un pays de croyants. On ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas prendre référence sur ces références culturelles.
auxquels font référence les croyants. Vous êtes pour l'introduction de l'enseignement religieux Moi, je suis dans les curricula. Moi, je suis pour l'introduction de l'enseignement religieux et je suis aussi pour la mise en avant du parcours de nos saints dans les curricula. Moi, je prendrai l'ouvrage de Cheikh Ibrahim Niass, par exemple, Ruh al-Adab. J'utiliserai pour l'enseigner, pour savoir comment avoir un bon comportement. J'utiliserai Khilas al-Zahab, par exemple, pour étudier la vie du prophète. Moi, je donnerai un jour un hadith pour enseigner à nos enfants comment se comporter en société. Je ne serai pas là simplement à utiliser des citations. Mais une religion qui est plurielle aussi au Sénégal. Les musulmans, les chrétiens, c'est une religion plurielle. Comme je vous ai dit, le Sénégal est à 99% un peuple de croyants, y compris toutes les croyances. Il faut tenir compte de tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Il faut mettre de la spiritualité dans la manière de faire, dans la manière d'être. Parce qu'à chaque fois que nous ne savons pas où nous allons, nous retournons vers la spiritualité. Et nous savons aujourd'hui que les systèmes que nous utilisons... Oui, la spiritualité comme recours ou secours, mais comment en faire comme moyen d'expression assumé et de transformation sociale, culturelle. Nous l'avons expérimenté à travers, en revisitant le parcours de nos saints. Cheikh Ibrahim Niass a parlé de l'Afrique aux Africains. Nous avons vu récemment le travail de Cheikh Mahi Niass. Nous savons que quand la France voulait construire la mosquée de Paris, Seydi Haj Malik a mis son onction spirituelle. Nous avons des hommes d'ouverture, nous avons un islam de paix, un islam d'ouverture. Et surtout, c'est grâce à ce ressort culturel que nous pourrons, en nous enracinant, nous ouvrir. Nous pouvons combiner les tréfonds culturels de notre spiritualité et les exigences de développement de notre pays. À chaque fois que nous avons des difficultés, nous recourons à ces hommes de Dieu. Nous avons tous en mémoire les messages de Mme Abdou Aziz. Justement, c'est d'ailleurs la question d'Abdoulahad Gaye, ça nous permet de relayer sa question et vous allez continuer. Et ma question est de savoir en ce moment de tension dans notre pays, comment on peut faire pour que les populations retournent à l'enseignement religieux. Il dit, entre parenthèses, le tidjanisme, le discours de Mme Abdou Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu pour consolider la paix sociale. Je vous laisse continuer. Il faut nous habituer davantage à mettre ce rêve déjà chez les enfants. On peut imaginer des séries, des bandes dessinées sur le parcours de ces saints. On peut imaginer des expositions. On peut imaginer l'enseignement de leur dire, l'enseignement de leur parcours. Vous prenez l'éducation, le système des Dara, c'était un succès. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs élèves, les meilleurs récitateurs de Coran. Nous avons aussi le rôle que ces chefs guides religieux ont joué dans le développement de l'agriculture dans nos pays. Est-ce que tout ça ne pourrait pas être utilisé comme un levier en bonne intelligence avec notre État, avec notre gouvernement, pour justement mettre en symbiose ces exigences de développement avec nos tréfonds culturels? C'est quelque chose de faisable. Et nous avons le substrat déjà est là. Vous parliez de séries d'ailleurs. Il y a des séries que nos enfants regardent aujourd'hui qui sont porteuses de certains messages pour influencer, à adopter des modèles qui ne sont pas forcément les nôtres. D'où cette idée intéressante peut-être aussi de s'intéresser aux productions audiovisuelles qui participent un peu à mieux éduquer les populations. Ce clin d'œil de Amadou Tidjane Kane, machallah, les deux homonymes de mon père. Bon, je transmets son message. Nous poursuivons ce jury du dimanche, mais il y a aussi une question essentielle aujourd'hui dans notre sous-région. C'est le djihadisme, c'est le terrorisme. Il ne faut pas se voiler la face. Et quand on parle souvent, on a tendance à indexer l'islam, en tout cas une certaine pratique de la religion. Quelle est votre analyse de cette situation
déjà dans cette sous-région où djihadisme et terrorisme font des ravages? C'est une situation qui est très complexe, qui a une origine qui dépasse nos pays et qui est liée au développement en général. On a vu des centaines de morts au Burkina Faso il y a quelques jours. Le Mali aujourd'hui n'a plus de maîtrise sur son territoire. Le Nigeria, Niger, c'est une gangrène qui est là aujourd'hui, dans le Sahel plus particulièrement. C'est une gangrène qu'il faut regretter. Et là aussi, l'islam soufi est un rempart pour lutter contre les extrémismes. Ce qui expliquerait que le Sénégal résiste encore. Ça peut être un ressort culturel, ça peut être un ressort religieux sur lequel le Sénégal peut s'appuyer et sur lequel l'Afrique peut s'appuyer. Parce que justement, l'islam soufi prône la paix, prône la bonne intelligence avec l'autre. L'histoire politique, l'histoire récente de ce dernier siècle du Sénégal nous a montré comment on peut vivre en bonne intelligence dans la société, sans violence. Donc on peut utiliser cette diplomatie religieuse-là pour pouvoir éteindre ces conflits. Et on peut faire justement appel à nos tréfonds culturels, à nos tréfonds spirituels pour juguler ces grands défis. Et justement, le Sénégal peut contribuer à cela. Parce que le Sénégal, c'est un îlot de stabilité, grâce à notre manière de faire. Mais essayons d'étendre ça. Essayons de travailler à ce que, justement, cette manière de faire, cette manière de vivre puisse essaimer. Parce que c'est la quintessence du système de l'islam soufi. Vous êtes un acteur ou un activiste de la société civile africaine. Je le disais tout à l'heure au début de l'émission. Le panafricanisme peut être une réponse aussi par rapport à ces défis. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais féliciter le président Macky Sall pour son travail au niveau de l'Union africaine. Et je prie Dieu qu'il fasse bouger les choses dans le domaine du panafricanisme. Parce que l'Afrique a été morcelée. L'Afrique a été divisée. L'Afrique continue de subir les assauts, les conséquences de la colonisation, de la traite. On ne peut pas dire on oublie. On est encore aujourd'hui réduit à être souvent juste des consommateurs. Et le fait de la preuve, parlant de consommateurs, avec le blocage des céréales consécutivement à la crise en Ukraine, aujourd'hui, l'Afrique fait partie des régions les plus exposées. Les plus vulnérables. Oui, parce que nous n'avons pas pu développer assez notre agriculture, réaliser la souveraineté alimentaire. Ça aussi, ce sont des sujets de préoccupation. Le panafricanisme, ça ne doit pas être que sur les langues. Oui. C'est toujours guidé par une vision, c'est toujours guidé par une manière de voir. Et l'Afrique doit justement travailler à ce que ces idées-là puissent être appliquées dans les pays, qu'on puisse concentrer nos efforts sur des questions de plus de développement que sur des questions de politique politicienne. Le saucissonnage de nos pays, les rythmes des élections, tout ça là. Sauf qu'on est à l'état de constat, de plainte et de complainte. C'est une situation. C'est quoi? Qu'est-ce qui explique le problème? Un problème de leadership? C'est un problème de leadership, mais c'est aussi un problème on ne peut pas aussi nier le fait que l'Occident, certains pays n'ont jamais lâché prise. On a encore une très forte influence extérieure. Ah ben, tous les autres se sont battus pour... On doit se battre. On doit se battre. Les États-Unis se sont battus pour ne pas plus être sous le joug britannique et occidental. La Chine, l'ex-Union soviétique, mais on voit aussi la Russie, le combat qu'elle mène aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique ne serait pas capable de mener ce genre de combat? On n'est pas souvent dans cette logique-là de façon hargneuse comme ces pays-là.
moi, je rêve d'une Afrique où on aurait un Kankan Moussa, par exemple, qui était le souverain le plus riche d'Afrique. Il nous reste une dizaine de minutes dans ce jury du dimanche 6. Et quand parlons de la diaspora, vous avez vécu pendant des années également à l'extérieur du Sénégal. Vous êtes député suppléant à l'Assemblée nationale, élu sur la liste de Benno Bokk Yakaar, n'est-ce pas? Il faut le préciser. Vous êtes candidat à ces élections législatives du 31 juillet? Non. Non. 15 députés de la diaspora, si vous devriez faire le bilan aujourd'hui, à quelques semaines de la fin de cette 13e législature. Disons que c'était une innovation majeure de notre système politique parce que cela a permis à la diaspora d'avoir la conscience de pouvoir être impliquée dans la gestion des affaires du pays. La diaspora, c'est la 15e région. La diaspora, c'est le plus grand contributeur à l'économie du pays. Donc le fait de pouvoir discuter avec les députés sur la manière de mettre en lien la diaspora et le pays, à savoir le retour, à savoir les papiers d'identité, à savoir des fois aussi les taxes et les contributions entre le pays d'origine et le pays d'accueil, à savoir des fois aussi les questions de traverser des frontières, de migration. Donc c'est des questions qui ont été quand même bien discutées, qui ont été mises sur la table grâce à cette innovation qui est le fait d'avoir des députés de la diaspora. À l'heure du bilan? À l'heure du bilan, c'est mitigé, dans la mesure où l'Assemblée nationale du Sénégal ne prévoit pas de dispositif de vraiment aller... Moi, j'avais fait une note en son temps, quand j'étais élu, de mettre en place un dispositif pour retourner vers les populations, pour prendre leurs doléances de façon organisée et pour pouvoir faire des remontées. Et je pense aussi qu'il y a une difficulté au niveau du budget pour pouvoir permettre aux députés de la diaspora d'aller vers les pays. Parce que la diaspora sénégalaise est très éparse, oui, pour pouvoir aller vers les populations, les écouter, travailler avec eux. Je pense que c'est une limite, oui, mais en tout cas, le principe, oui, devrait être maintenu, oui, et amélioré. Oui, mais à l'heure du bilan, la diaspora ne s'est pas vraiment totalement reconnue dans cette législature. Disons, il y a eu des actions qui, oui, ont été menées, mais ça reste à faire. Très bien. Parce que même un député suppléant, vous savez, il n'a même pas de prise, oui, sur ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Il est là juste pour attendre, oui, au cas où, oui, pour remplacer. Oui. Donc finalement, oui, ces histoires de suppléance-là. C'est juste au cas où votre oui, collègue... on sait ce que c'est. Bon, vous êtes député suppléant, mais est-ce qu'on vous permet, est-ce qu'il y a un mécanisme qui vous permet de participer? Non. Sur le plan formel, non. On peut avoir des discussions avec les collègues. D'ailleurs, j'ai une pensée pour celui que je devais remplacer, Hamadi Gadjaga, qui est décédé, oui, récemment, celui dont j'étais le suppléant. Oui. Qu'Allah allait en sa miséricorde. Donc, oui, il n'y a pas un mécanisme, oui, où le suppléant va participer de façon formelle. Oui. Mais il est là pour attendre. Oui, bon, pour attendre. Moi, personnellement, j'ai fait des notes, oui, quand j'ai été élu. Oui. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on devrait pouvoir améliorer davantage. Absolument. Alors que le suppléant ou le remplaçant peut parfois être plus fort que le titulaire si on utilise le langage du football. Et oui, on trouve quand même un mécanisme pour faire participer, oui, les suppléants, ou autrement dit les remplaçants. Mais bon, c'est un débat à poursuivre certainement, mais on ne peut pas ne pas parler, puisque vous êtes un spécialiste des transports urbains et des TIC, on ne peut pas ne pas parler de ces deux sujets. Les transports urbains, BRT, TER, ça correspond à votre vision des transports urbains, par exemple? Oui. Je pense que, en tant que géographe, en tant qu'aménagiste, urbaniste, qui s'intéresse aux questions de développement urbain depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années, c'est une bouffée d'oxygène d'avoir un système de transport massif
Et surtout, c'est une bouffée d'oxygène de permettre aux populations de se déplacer avec les moyens de transport en commun. Parce qu'on le voit très bien à Dakar, c'est 25% de la population, c'est la polarisation de tous ceux qui veulent chercher à travailler, des saisonniers. Donc c'est une population de 4-5 millions qui grouille chaque jour. On ne peut pas avoir des infrastructures, bien un système qui marche sans s'appuyer sur un système de transport en masse fort. Et justement, le TER et le BRT sont des premiers éléments d'axes lourds de transport. Encore que, on voit très bien le TER, il sature hein, déjà, parce qu'il y a d'énormes besoins de mobilité et la voiture, c'est le mur. Donc, il faut imaginer des systèmes qui vont permettre aux populations de garer leurs voitures et d'aller vaquer à leurs occupations avec des transports publics de masse efficaces. Et vraiment, on peut saluer cette avancée du Sénégal d'avoir mis en place cet embryon à travers le TER d'abord, puis le BRT dans quelques années. Mais je crains que même le BRT, il sature au moment où il va être lancé, oui. Parce que c'est un système qui est un peu, voilà, qui a été peut-être pensé il y a quelques années, mais oui. Voilà, qui, avec l'évolution démographique, va connaître des limites. Oui, donc il faut étendre. Justement, évolution démographique, aménagement de l'espace, aménagement du territoire, vous en parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive aussi au Sénégal à comprendre que quand on parle de transport urbain, que ça ne doit pas s'arrêter seulement à Dakar. Parce oui. Que faire ces infrastructures sans régler le problème à l'intérieur, surtout dans les autres villes, c'est attirer tout le monde à Dakar. Oui, ça a été toujours comme ça. Dakar a toujours été, depuis sa création, le centre politique, le centre industriel, le centre donc, qui concentre toutes les activités. Il faut déconcentrer, il faut aller vers des endroits excentrés. Oui. Il faut aussi créer au niveau, il faut aussi fixer les populations. De grands pôles urbains aussi à l'intérieur du pays. Et je pense que l'État du Sénégal est en train de travailler dans ce sens, à travers notamment la ville de Diamniadio. Aujourd'hui, quand vous avez un match de foot, vous voyez très bien que ce n'est plus comme avant. Il n'est pas un peu trop proche là, Diamniadio? C'est raisonnable, c'est à 50 km. Très bien. Mais il faut des infrastructures fortes. Oui. Et il faut élargir aussi oui. Le système de transport de masse, aller au-delà de ce qui se fait actuellement, oui. Et puis faire de très bonnes jonctions aussi entre oui. Les différents systèmes. Oui. Vraiment, un mot, on en finit, c'est les TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui est également votre sujet de prédilection. Mais je mets ces TIC, leur développement fulgurant en relation avec les réseaux sociaux, qui constituent un sujet de préoccupation aujourd'hui. On a tendance plus à percevoir les réseaux sociaux comme une menace par rapport à l'équilibre social, mais comment faire de sorte que les TIC soient une réponse aussi en termes de développement, mais vraiment en 30 secondes, puisque l'émission est finie. Oui. Les TIC, c'est un outil. Je pense que l'Afrique a raté un peu son coche à travers les résolutions du sommet mondial sur la société de l'information. On avait pris la résolution de faire en sorte que l'Afrique profite vraiment du numérique comme étant une opportunité. Mais on n'a pas su gérer les enjeux et on en est réduit actuellement à être un peu des consommateurs. Et on sait très bien aussi que les moyens technologiques ne sont pas à notre portée, en ce sens que nous sommes juste, votre téléphone là, vous avez juste votre mot de passe, mais l'opérateur, le technicien supérieur, c'est celui qui vient de temps en temps mettre à jour votre logiciel avec votre accord et vous ne savez même pas ce qu'il fait derrière. Ouais. Donc nous sommes dans une société où nos données, on les confie à des autres, à des multinationales. Et des autres qui sont identifiables. Et ça pose un problème. Ils sont aux États-Unis, ils sont en France, en Grande-Bretagne, en Chine, en Israël. Et derrière, nous n'avons aucune maîtrise. Et derrière, et aujourd'hui, presque 99% justement de toutes ces communications passent
voilà, par la fibre enfouie au fond des océans. Et les serveurs, et contrôlée. Et les serveurs sont aux États-Unis, il n'y en a qu'un seul en Afrique. Et si vous envoyez un mail, il va d'abord aux États-Unis avant d'aller vers le destinataire. Malgré les data centers, tout ça là, nous, on est en prise avec, on est maîtrisé. Tous les citoyens sont pistés. On ne sait pas ce qu'on fait de nos données. Et on a aussi une utilisation, gadgetisation et peopleisation du numérique. Il n'y a pas à la base une éducation à ces TIC. Et ça nous ramène à l'humain. Ça nous ramène à la nécessité de construire des êtres humains droits, justes, modèles. Quand vous voyez aujourd'hui l'étendue des fake news, mais le fake news, c'est du mensonge. Oui. C'est du mensonge institutionnalisé. Et qui vient de quelque part. Qui vient de quelque part. Et c'est le comportement humain. Et ce n'est pas innocent. Et notre vie est entre les mains des actionnaires de TIC. Comment faire? Organiser un colloque pour terminer. Oui, dans la même veine de l'islam soufi, nous avons initié depuis 3 ans un processus de réflexion avec l'élite intellectuelle soufie de ce pays pour justement proposer des solutions. Que l'islam soufi serve aussi à regarder les problèmes contemporains, les défis contemporains, avec une lecture intellectuelle. Donc nous sommes dans le processus de réflexion. Bien sûr, nous avons associé les intellectuels soufis, mais aussi les intellectuels arabophones, les intellectuels des familles religieuses. Et nous sommes dans un processus de réflexion qui, quand il arrivera à maturation, nous permettra d'organiser ce colloque sur l'islam soufi face aux défis contemporains. Bien sûr, avec la bénédiction de nos maîtres, de nos khalifes. Et nous sommes dans le processus. Cissé Kane, c'était quand même un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Jury du Dimanche. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en géographie, diplômé des universités de Dakar, de Genève et d'Utrecht en Suisse. Vous êtes spécialiste des transports urbains et des TIC et député suppléant de la diaspora. Vous avez traduit ce livre de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu. Une partie du livre. Une partie du livre, oui, les 2 premiers chapitres. Jawahirul Maani, les joyaux des sens et l'accès aux aspirations en effluve spirituel du maître. Mamoud Ibra Kane pour présenter ce JDD, Babacar Ndiaye avec son équipe, Ndiankou, Ibamar, Augustin. Réseaux sociaux Fatima Taba Birampouy, immédiat.sn qui vous fera le compte-rendu de cette émission. Cheikh Moussa Sarr au texte, à la photo, Abdoulaye Silla. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.